l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présente l'info dans le rétro. Vive la France! On dit souvent que des machines comme celle-ci ont un cerveau parce qu'elles semblent reproduire des fonctions humaines intelligentes comme la mémoire ou le calcul, mais les savants nous font remarquer que cette capacité fut placée dans la machine par l'homme lui-même et qu'elles sont encore loin de reproduire les fonctions de l'esprit telles que l'imagination et le jugement. Bienvenue sur le plateau de l'info dans le rétro. Il y a quelques jours, un ordinateur a battu à plat de couture un champion de Go. De quoi revenir sur notre fascination mêlée de crainte pour l'intelligence artificielle. Nous en parlerons avec un créateur de ces machines super puissantes, Stéphane Doncieux. Mais avant cela, cette semaine, François Hollande, le président de la République, a accordé sa grâce à Jacqueline Sauvage, un reportage de Pierre Bonjoseph. Finalement, elle ne purgera pas sa peine de 10 ans d'emprisonnement pour le meurtre de son mari violent, prononcé en décembre 2015. Dimanche soir, l'Élysée a annoncé que François Hollande accordait à Jacqueline Sauvage une remise gracieuse de sa peine, en réponse, dit le communiqué, à une situation humaine exceptionnelle. Plus de 400 000 personnes s'étaient mobilisées et avaient signé une pétition sur Internet. M'a rejoint sur ce plateau Anne Fressigné, vous êtes avocate, docteur en droit, et votre thèse, et c'est pour cela que vous êtes sur le plateau avec moi, s'appelait « Le droit de grâce du chef de l'État, le cas de la Ve République ». Le cas de la Ve, c'est parce que le droit de grâce, il est inscrit en 1958 dans la Constitution, c'est bien ça? Tout à fait, c'est l'article 17 de la Constitution qui prévoit cette prérogative tout à fait exceptionnelle du chef de l'État, qui lui permet donc de commuer ou de dispenser totalement ou partiellement l'exécution d'une peine qui a été condamnée par une juridiction répressive. Mais ça n'efface pas la peine. Mais ça n'efface absolument pas la peine. La peine reste inscrite au casier judiciaire et ne remet pas en cause finalement les faits qui ont été reprochés à telle ou telle personne. Alors, tout au long de la Ve République, on va beaucoup user du droit de grâce, même si on ne le sait pas forcément. Tout à fait. Ça, c'est un point qu'on imagine, parce qu'avec l'affaire Sauvage, on a vu des pétitions, on l'a entendu dans le reportage à l'instant. Pour autant, théoriquement, ce n'est pas quelque chose qui est public, qui est rendu public, en tout cas par le chef de l'État. Non, c'est une mesure qui prend dans son âme et conscience. C'est un petit peu dans une procédure secrète. Puisque... Alors, vous parliez de « en son âme et conscience », c'est des mots qu'emploie Georges Pompidou. Alors c'est une conférence de presse que j'aimerais vous montrer, on va réagir ensuite, on va analyser ça. C'est le 21 septembre 1972, il revient sur la grâce qu'il a accordée quelques mois plus tôt dans le Grand Secret à Paul Touvier, et j'aimerais que vous entendiez les mots de Georges Pompidou. Le droit de grâce n'est pas un cadeau fait au chef de l'État pour lui permettre d'exercer ses fantaisies. C'est une responsabilité parfois effrayante qu'on lui impose et qu'il prend au vu des dossiers, bien sûr, mais seul, avec sa conscience. Et la tradition et le devoir l'empêchent et de s'expliquer, et bien sûr, de revenir sur ses décisions. Imaginez ce que ça donnerait dans d'autres cas, une condamnation à mort, par exemple. Ayant été, figurez-vous, dénoncé par des gens de Vichy à la police allemande, ayant échappé 2 fois à un attentat de l'OAS, une tentative d'attentat, une fois aux côtés du général de Gaulle et l'autre fois à moi destiné, je me sens le droit de dire, allons-nous éternellement entretenir saignantes les plaies de nos désaccords nationaux? Le moment n'est-il pas venu de jeter le voile, d'oublier ces temps où les Français ne s'aimaient pas, s'entre-déchiraient et même s'entretuaient? Et je ne dis pas ça, même s'il y a ici des esprits forts, par calcul politique, je le dis par respect de la France. En colère. C'est hyper intéressant parce que il y a plein de choses. D'abord, il définit vraiment ce qu'est le droit de grâce. Vous l'avez dit, en son âme et conscience, il décide tout seul. Il n'a pas à rendre public. Pour autant, là, s'il en parle, c'est parce qu'en fait, la décision avait été prise en novembre 1971, même si la plupart des crimes étaient prescrits, en fait. Je crois qu'on peut revenir, peut-être, Touvier, en fait. La grâce, elle est accordée sur des choses secondaires, un peu annexes. Il y avait une décision par contumace, en fait, et il s'était caché. Monsieur Paul Touvier n'était pas venu à ces procès. Et ensuite, la chancellerie a décidé, en termes
certain nombre d'années que la condamnation était prescrite. Et pour autant, un journaliste de l'Express qui travaille sur Touvier révèle l'affaire, mais 8 ou 9 mois après. Et ça devient effectivement un scandale et qui pousse le président de la République à prendre la parole, donc à dire « j'ai pas à me justifier », mais il se justifie un peu quand même, puisqu'il a l'air de nous expliquer que le droit de grâce, pour lui, c'est aussi un moyen de changer d'époque. Il y a quelque chose qui se joue de très fort autour de sa fonction présidentielle. Je trouve que les paroles de Georges Pompidou sont extraordinaires, sont très très belles, et on voit toute l'émotion qu'il porte dans ce choix qui est très compliqué, dans cette mesure qui est excessivement régalienne, parce que quand même, qui appuie sur une fonction, une position d'un président qui doit faire un choix, et en même temps il explique cette volonté, dans cette tradition gaullienne quand même, d'arriver à l'apaisement social, à jeter le voile sur ces périodes un peu troubles et terribles pour les parties civiles et pour les victimes, mais à un moment donné, comme il dit, j'ai subi plusieurs attentats, j'ai été dénoncé, mais allons encore rester dans cet état un peu figé, il faut à un moment donné aller de l'avant, et c'est vraiment la grâce qui permet toujours, elle a toujours permis, historiquement et depuis des siècles de toute façon, à aller de l'avant, à pardonner, à se réconcilier. C'est la magnanimité d'un prince. Pourquoi on dit régalienne? Que veut dire régalien? Ça vient du latin regalis, qui veut dire exactement appartenant en propre au roi. C'est-à-dire que le roi, pour une bonne royauté, doit protéger ses sujets, doit sauvegarder la justice. Et l'image populaire qui est la plus expressive, finalement, c'est Saint-Louis sous son chêne à Vincennes, qui consulte ses sujets, qui rend grâce, qui rend justice, qui remet... Alors d'accord, sauf que dans l'affaire Touvier, quand même, juste pour terminer, quelques mois plus tard, en fait, des associations vont accuser sur des crimes contre l'humanité qui, eux, sont imprescriptibles. C'est la raison pour laquelle Touvier sera effectivement jugé, finalement, malgré la grâce. Il y a eu des conséquences très, très négatives, en tout cas très graves, puisque la maison de Touvier a été brûlée. Évidemment, va se poser très vite dans les années 70 la question de la peine de mort. Parce qu'on a une situation de peine de mort en France, mais on se rend bien compte que si le président systématiquement applique sa grâce à des gens qui doivent être condamnés à mort, il n'y a plus de peine de mort, effectivement. Alors ça a été un dossier, ça a été un vrai sujet, notamment au moment de l'affaire Ranucci. Il y a une forte pression sur Giscard pour qu'il accorde la grâce à Christian Ranucci, qui était accusé d'avoir tué une petite fille, enlevé et tué une petite fille en 1974. On est en 1976. Eh bien, Giscard n'accordera pas sa grâce. On va l'entendre dans la bouche d'Yves Mourouzi. On est 2 jours après l'exécution de Christian Ranucci en 1976. Je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà certainement une exécution qui va relancer le débat autour de la peine de mort. Il y a actuellement, ou il y a eu depuis le début de l'année, 5 condamnations à mort en France. Et il appartient au président de la République de dire s'il accorde ou s'il refuse le droit de grâce à ces condamnés au moment où leur condamnation sera exécutoire. Toujours est-il que pour Ranucci, le président de la République a refusé son droit de grâce. Il y a eu beaucoup de pression sur Valéry Giscard d'Estaing à l'époque. Alors, ce dossier pose un problème, puisqu'il y avait vraiment des partisans très forts sur déjà la culpabilité de M. Ranucci, de Christian Ranucci dans ce dossier. Et il est clair que la cour d'assises l'a condamné à la peine de mort. Donc, à cette époque-là, effectivement, il y a une espèce d'émotion assez partagée concernant la situation de ce jeune garçon qui avait 22 ans. Oui. Voilà, qui avait 22 ans. C'était la culture de l'aveu. Il avait avoué pendant sa garde à vue. Les avocats de la victime indiqueront qu'ils ont énormément d'arguments pour considérer que c'était lui l'auteur. De l'autre côté, d'autres arguments contrebalancent. Est-ce qu'on a reproché ensuite à Giscard d'avoir refusé ce droit de grâce compte tenu de ce doute qui existait manifestement dans cette affaire ? Je pense que quelque part, le refus de cette grâce ne lui a pas été très favorable. Et a un peu poussé aussi... et heureusement vers l'abolition de la peine de mort. Alors, justement, Robert Badinter s'est emparé un peu de l'affaire, il s'est battu dans les prétoires, il s'est battu devant la presse à juste titre, il a eu raison. Il a fait du procès Ranucci le procès de la peine de mort. Mais Valéry Giscard d'Estaing avait des convictions très réservées sur le droit de grâce. Je pense qu'il n'a usé très peu du droit de grâce. Et les crimes commis à l'égard des enfants
le touchait particulièrement. D'ailleurs, Oui, il s'est exprimé ça. là-dessus et il a indiqué que la maman de la jeune fille, qui avait 8 ans, Maria Dolores, il avait reçu un courrier de cette maman et ça l'avait particulièrement touché, ému. Et il était partagé. Vous dites qu'il y a peu de grâce de la part de Valéry Giscard d'Estaing, mais Il y a très- connaît-on toutes les grâces qu'il a accordées, dans la mesure où elles peuvent rester absolument secrètes? Est-ce qu'il y a eu d'autres cas de grâces accordées? Peut-être on n'en connaît pas certaines, non? Alors, on n'en connaît pas certaines. C'est une procédure qui est totalement secrète. Moi, dans le cadre de mes études, j'ai pu me procurer certaines statistiques, des alors- affaires. Mais concernant Valéry Giscard d'Estaing, c'est très... Plutôt sur Chirac, c'est ça? Sur la période d'après? Sur le général de Gaulle, sur Pompidou, Alors c'est sur quoi Jacques Chirac Je ne me rends pas aussi. compte, c'est quelques unités, quelques dizaines, quelques centaines? C'est quoi la mesure? Alors, avant la peine de mort et après la peine de mort, Ouais. tout change. Parce qu'en fait, suite à l'abolition de la peine de mort, François Mitterrand, qui était un peu hostile, de toute façon, François Mitterrand, il est un peu énigmatique, il était hostile à la constitution de la Ve République, aux arcanes de celle-ci, puis finalement, il s'est très très bien glissé dedans. Et ce droit de grâce, c'est un des présidents qui l'a le plus utilisé et qui a dessiné à merveille, je dirais, l'utilisation de celle-ci. Il a instauré la pratique des grâces collectives, Alors justement, il graciait les femmes sans aller trop loin, automatiquement. parce que précisément, avant la loi Badinter, il va gracier quelqu'un, c'est Philippe Maurice, Philippe Maurice. un jeune homme, un jeune garçon, qui en 79, avec son frère, tue 2 policiers en cavale, ils sont tous les deux en cavale d'ailleurs, et Philippe Maurice est arrêté, il est condamné à mort, mais François Mitterrand est élu avec une promesse qui est la fin de la peine de mort, et précisément l'un de ses premiers gestes d'homme politique, ça va être quelques jours après seulement son élection, on est en mai 1981, je vous propose de regarder cette image, en mai 1981, il va gracier Philippe Maurice. François Mitterrand a donc décidé hier soir de commuer en réclusion criminelle à perpétuité la peine de mort prononcée contre Philippe Maurice. Le président de la République a pris cette décision après avoir reçu pendant 45 minutes les avocats de Philippe Maurice. Leur client avait été condamné par la cour d'assises de Paris pour le meurtre d'un gardien de la paix. En février dernier, il avait tenté de s'évader et il avait alors blessé un surveillant de sa prison. Dès l'annonce de cette grâce, hier soir, Gérard Inet a recueilli la réaction de la mère de Philippe Maurice. Bien, vous savez, je ressens un grand soulagement. C'est un peu comme, si vous voulez, que chaque fois que je voyais mon fils, j'avais l'impression de le voir mourir à petit feu. Alors c'est un peu comme l'impression d'avoir eu un malade et dont on sait que la vie est sauvée. On va voir la maman, comme on voit aujourd'hui les filles de Jacqueline Sauvage. Il y a effectivement là il y a de l'émotion autour de la grâce. C'est pas un acte anodin quand même. Hein. Juste pour terminer, pour conclure, ça reste un acte très fort et constitutif peut-être même de notre République, non? C'est un acte très très fort et qui est l'apanage le plus absolu de la place forte d'un président ou d'un chef d'État. Et quand un chef d'État se doit de se comporter un peu comme un père de la nation. Et cette façon qu'il a d'accorder ses grâces de manière résiduelle, de manière réservée, dans son âme et conscience, avec cette responsabilité qu'il a, c'est une belle manière de se dire que je suis responsable de mes électeurs, de mes citoyens. Tout à l'heure, vous m'avez donné une très belle citation de Corneille. Alors voilà, c'est une très belle citation de Corneille qui finalement définit le mieux la grâce, qui est un analyste très attentif du pouvoir politique et qui met en avant, si vous voulez, une des vertus princières, qu'il peut, en faisant grâce, affermir son pouvoir et qu'enfin la clémence est la plus belle marque qui fasse à l'univers connaître un vrai monarque. Voilà, un vrai monarque, celui qui accorde sa grâce. Voilà. Merci beaucoup Anne Fressigny d'avoir été mon invitée. Merci beaucoup. Et puis je le disais au début de cette émission, un joueur de Go a été battu par une machine conçue chez Google, un sujet de Sonia Donadé. Une fois de plus, la machine devant l'homme. Mercredi 27 janvier, le logiciel AlphaGo, développé par Google, a largement battu Fanui, le champion européen du jeu de Go. Inventé il y a 3000 ans en Chine, le Go est l'un des jeux les plus compliqués créés par l'homme. Sur le plateau, il y a plus de possibilités que d'atomes dans l'univers. Au mois de mars prochain, AlphaGo affrontera Lee Sedol, un Coréen de 33 ans, meilleur joueur mondial de la discipline. M'a rejoint sur ce plateau Stéphane Doncieux, professeur à l'Institut des systèmes intelligents et de robotique de l'Université de Jussieu. Quand vous voyez ça, un ordinateur qui bat un joueur de Go, ça vous réjouit ou ça vous inquiète?
Alors ça me réjouit parce que le jeu de Go représentait un défi du point de vue de la complexité des problèmes que l'on était capable de résoudre avec des programmes informatiques. Et le scientifique adore résoudre les défis. Exactement. Et alors, vous m'avez quand même dit aussi avant que le vaincu est certes le premier européen, mais le 500e mondial. Voilà, c'est ça. Il est 531e mondial. Donc là, le vrai défi, ça va être de voir au mois de mars ce que donnera le programme face à un des tout premiers. Et donc cette histoire relance évidemment nos fantasmes, nos craintes, vos espoirs sur l'intelligence artificielle. J'aimerais vous montrer une première archive. Elle remonte très loin dans l'histoire de l'informatique. On est en 1951. Et vous allez voir qu'un homme déjà pouvait affronter une machine, on ne sait pas qui a gagné, aux échecs. Étrange partie d'échecs que celle où l'un des joueurs reçoit ses directives. L'adversaire ne semble pas faire d'objection. Au fond, le joueur assis ne joue pas contre le joueur qui est debout, il joue contre une machine. Une machine qui sait très bien jouer aux échecs. On est en train de dire à la machine ce que l'homme a joué. C'est son inventeur, M. Alex Bernstein, qui transmet le message. On dit souvent que des machines comme celle-ci ont un cerveau parce qu'elles semblent reproduire des fonctions humaines intelligentes comme la mémoire ou le calcul et qu'elles savent choisir entre plusieurs actions la meilleure. Mais les savants nous font remarquer que cette capacité fut placée dans la machine par l'homme lui-même et qu'elles sont encore loin de reproduire les fonctions de l'esprit telles que l'imagination et le jugement. C'est vraiment génial parce qu'on est exactement dans les thématiques d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la machine, elle est capable de calculer une vitesse extraordinaire, mais elle est tout de même, et c'est votre cas, pensée par l'homme, et elle n'est pas dotée de toutes les caractéristiques humaines. On n'a pas évolué depuis 1951 ? Alors, ce qui a beaucoup évolué, c'est la puissance des ordinateurs, qui permet maintenant de résoudre des problèmes qui sont beaucoup plus compliqués. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue sur tous ces problèmes-là, comme le jeu d'échecs, comme le jeu de Go, c'est que ce sont des problèmes qui sont très bien définis. C'est-à-dire qu'on sait exactement quelles sont les possibilités, quels sont les coups que l'on peut jouer. Il y a des règles, il y a des règles qui sont claires, qui sont bien prédéfinies, ce qui fait que une équipe d'ingénieurs qui sont suffisamment intelligents peuvent essayer de se concentrer sur ces problèmes-là, inventer des programmes qui les résolvent, mais ces programmes-là ne seront efficaces que sur ce jeu-là. Mais en 1951, quand on se lance là-dedans, je pense qu'il y a des dizaines d'autres enjeux qui passent avant dans l'informatique à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on se concentre très tôt sur l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est un fantasme humain ou c'est juste un défi de scientifique? Pourquoi aller jouer aux échecs avec un ordinateur finalement? Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été explorées en parallèle. On se focalise beaucoup là-dessus parce que ça représente vraiment notre vision de l'intelligence, en fait. Ouais. On pensait que résoudre ces problèmes dans notre inconscient, c'est une marque d'intelligence extrêmement avancée. Donc ça avait une portée symbolique très forte, en fait, que d'être capable de résoudre ces problèmes-là avec un ordinateur. De l'échec en particulier? De l'échec en particulier. Une fois que le jeu d'échecs que les meilleurs joueurs d'échecs ont été battus par des programmes, c'est devenu le Go, puisqu'il a une complexité qui est encore largement supérieure. Mais l'intelligence, en fait, c'est pas que ça. Il y a beaucoup de choses autres. Mais est-ce que l'expression même intelligence artificielle, elle a du sens? Dans la mesure où c'est un homme qui va concevoir cette machine. Alors, est-ce qu'elle lui échappe? C'est la grande question, celle de l'autonomisation de l'intelligence. Alors, il y a plusieurs choses différentes. Déjà, est-ce que l'intelligence a du sens? Ce qui est certain, c'est qu'au cours de ces différentes années, la notion même d'intelligence a beaucoup changé. On ne le voit plus de la même manière aujourd'hui que ce qu'on le voyait à cette époque-là. À cette époque-là, c'était vraiment la capacité de raisonnement symbolique, abstraite, qui était vue comme étant le parangon de l'intelligence. La capacité de calcul, voilà, de raisonnement humain. Et on s'est aperçu que c'était finalement pas forcément ça qui était le plus difficile. Ça, c'est des choses qui sont relativement faciles à résoudre avec des ordinateurs, finalement. Ouais. Et ce qui est plus difficile, c'est de se connecter au monde réel, en fait. D'être capable de faire des actions dans le monde réel, c'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va essayer de faire en robotique, par exemple. Et ça, c'est un défi qui est encore loin d'être... Est-ce que vous me racontiez, pour préparer l'émission, qu'en fait, aujourd'hui,
On sait battre un homme aux échecs, on va voir un autre exemple dans un instant, mais on ne peut pas encore avoir face à soi un robot qui prend les pièces et qui les met à l'endroit. Il faut qu'il y ait un homme qui soit l'interface. Voilà, c'est ça. Dans ce jeu-là, il y a un homme qui a l'interface. Si on veut programmer un robot pour déplacer ses pièces, on pourra le faire sur un jeu d'échecs particulier, par exemple. Mais le programmer pour n'importe quel type de jeu d'échecs, n'importe quelle forme de pièce, etc., c'est un problème qui est très, très, très difficile, en fait, qui est presque plus difficile, finalement, que de jouer aux échecs. Donc l'intelligence dans un cadre quand même extrêmement réduit, codifié, normé. Exactement. Dans un monde fermé. Alors il y a un moment important, quand même, dans l'histoire de l'homme contre la machine. Est-ce que d'ailleurs c'est l'homme contre la machine, on en parlera. C'était en 1996. Le grand champion Garry Kasparov, aujourd'hui un militant politique en Russie, affronte une machine, Deep Blue. Et cette rencontre est vraiment épiée par le monde entier parce que l'homme, le meilleur du monde, va-t-il perdre contre une machine? Voilà le résultat, on est en 1996. Garry Kasparov a mis KO l'ordinateur. Le champion du monde d'échecs sort grand vainqueur du tournoi Homme-Machine en 6 matchs que certains esprits critiques jugent anecdotiques mais que 6 millions de passionnés ont suivi en direct sur Internet. Le cerveau humain a triomphé de la surpuissance informatique. Le monde est soulagé, oui, mais pour combien de temps? Là, on vient juste de manquer aujourd'hui une magnifique étape dans l'histoire de l'intelligence artificielle, à peu près. Hein, il aurait pu gagner, ça aurait été une grande étape, tout le monde s'y attendait. Ceci étant, qu'il n'ait pas gagné de si peu, suffit. Suffit, ça veut dire qu'au XXIe siècle, c'est-à-dire dans 4 ans, on y sera. Quand 3 passionnés d'échecs se retrouvent un lendemain de tournoi, forcément, ils refont toutes les combinaisons. Non, mais il dégage en vue d'eux. Oui, en vue d'eux. C'est le genre humain qui a fait cette machine. Donc, c'était genre humain contre une autre forme d'humanité. Une humanité moins humaine, mais qui a de l'humanité. Moi, ma conclusion pour ça serait simplement à la prochaine fois. Hein. Et la prochaine fois, elle sera pour bientôt, parce qu'un an après, Deep Blue emporte et assez largement, je crois. Ouais, c'est ça. Mais vous avez remarqué, Georges Moustaki, j'ignorais personnellement qu'il était un grand joueur d'échecs ou un grand passionné. Je savais pas non plus. Mais l'argument qu'il a, c'est le même qu'en 51. Il y a l'idée quand même que l'homme est derrière. Ça nous rassure en fait de savoir que vous existez, que vous êtes fait de chair et de sang. Et donc, alors, ce qu'on vient de voir là, vous m'avez dit aussi que la machine a gagné, mais en 80, depuis, on a fait des progrès considérables. Pratiquement un téléphone peut battre Garry Kasparov aujourd'hui. Quasiment oui. En fait, la puissance des ordinateurs a considérablement augmenté. Ce qui fait que maintenant, il existe des programmes qui sont encore meilleurs que le Deep Blue de cette époque-là et qui sont capables de battre à peu près n'importe quel champion d'échecs assez facilement. Bon alors, battre un joueur d'échecs ou de Go, c'est peut-être un exercice intellectuel pour un chercheur, mais les implications sociales, éthiques ou morales sont relativement faibles. On est inquiet quand même. Quand on voit ça, pas du point de vue du chercheur, mais du point de vue du citoyen, on se dit, mais est-ce que les machines peuvent prendre le contrôle à un moment donné, savoir sortir du cadre du jeu et prendre le contrôle sur les hommes et les âmes? Est-ce que c'est des choses qui sont pensées par un chercheur comme vous, par exemple? Est-ce que c'est des choses qui vous interrogent en tant que citoyen et pas uniquement en tant que chercheur? Alors là, dans le cadre de ces programmes-là, il n'y a absolument aucun danger. Je veux dire, il est fait pour jouer aux échecs et il ne fera que jouer aux échecs. Il ne peut pas se connecter au monde d'une quelconque manière que ce soit. Il ne peut rien faire d'autre que de décider comment déplacer des pièces. Donc il n'y a absolument aucun danger pour ce type de programme-là. Bon. On va être rassurés. Pour terminer, juste, je voudrais vous montrer une de notre partenaire du Nouvel Observateur, à l'époque, ça s'appelait encore le Nouvel Obs. C'est une très belle une, en 1968, où on en parle de la civilisation des ordinateurs. Vous voyez, hein, cet œil quasiment ordinateur, quasiment homme, qui nous prolonge dans un autre sujet qu'on ne va pas avoir le temps d'évoquer, le transhumanisme, qui serait effectivement l'idée que l'homme devienne l'ordinateur lui-même, plutôt qu'être vaincu par l'ordinateur. En tout cas, des thématiques, j'espère qu'on en reparlera ensemble. Stéphane Doncieux, merci d'avoir été mon invité. Merci. Allez, un petit sourire avant de terminer cette émission avec un livre que je voulais vous présenter. Le sourire d'abord pour cette émission. En cette semaine de Chandeleur, on a pu faire sauter les crêpes chez soi, c'est sympa, mais j'ai trouvé plus amusant et surtout plus sportif en Angleterre en 1951. Dans nombre de villages d'Angleterre, on a donné cette semaine le départ de la course aux crêpes. Réservée aux ménagères, cette épreuve consiste à parcourir au pas de course plus d'1 kilomètre en portant une crêpe dans la poêle pour rejoindre le presbytère du lieu. Cette course originale manifeste 2 qualités. D'abord, elle est sportive, car il faut à la fois aux concurrentes de ce rallye pâtissier vitesse et habileté, puisque une crêpe renversée entraîne la disqualification. Ensuite, elle est morale, car la triomphatrice gagne l'estime de son curé, et le curé attrape une indigestion de crêpes.
Et pour terminer, donc un livre, c'était promis et le voilà, un livre de Gérard Noiriel sur l'artiste Chocolat, le clown, qui est aujourd'hui à l'objet d'un film de Roche Dizem. Alors, le film, moi j'ai quelques réserves, en revanche le livre, sorti en 2012 et qui est réédité, et évidemment, à l'occasion de la sortie du film, c'est un livre magnifique qui pose des questions sur l'intégration des Noirs au début du XXe siècle. Un vrai livre d'histoire, un beau livre d'histoire, et qui est certainement, enfin, selon mon point de vue, plus émouvant que le film. Voilà, on va s'arrêter pour cette semaine. Et comme chaque semaine, je fais venir une amie, une speakerine. Celle-ci vient de l'année 1950 et de Toulouse. Nous espérons vous retrouver samedi pour notre magazine, après l'émission de 13h du journal télévisé. Ici Toulouse-Pyrénées, radiodiffusion télévision française, relayée par Bordeaux-Aquitaine et Limoges Centre-Ouest. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro. Vos rendez-vous avec Public Sénat.